Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Cette semaine, nous célébrons un homme qui lança un appel à la résistance en juin 40, il y a 80 ans, et mourut en 1970, il y a 50 ans. Alors vous pensez certainement au général de Gaulle, et ce n'est pas lui, mais quelqu'un qui lui fut très étroitement lié. Il s'agit d'Edmond Michelet, grand résistant, garde des Sceaux, ministre de la Culture et successeur de Malraux, mais aussi fervent chrétien dont certains aimeraient bien que le pape le canonise. Mais peut-on ainsi incarner aussi parfaitement l'homme politique gaulliste et le chrétien ? Y a-t-il une place pour la sainteté quand on gouverne un pays ? Telles sont les questions que pose son itinéraire et que je vais poser à mes deux invités. Monseigneur Jacques Perrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien évêque de Tarbes et Lourdes et vous êtes le biographe de Michelet. Vous avez fait paraître un épais volume, Edmond Michelet, la hantise des autres. Je montrerai ça après aux éditions Salvator. Et puis Olivier Dard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne Université. Alors, voilà, j'ai commencé à parler d'Edmond Michelet. Jacques Perrier, est-ce que vous diriez que c'est quelqu'un d'un peu inconnu par rapport à la figure du général de Gaulle ? Et pourtant, il lui est très, très proche, très lié. Oui, je crois qu'il faut être honnête, il est très peu connu. Moi, j'ai fait quelques sondages, y compris dans des milieux de gens qui auraient pu le connaître tout de même. Éventuellement, de temps en temps, on vous sort le nom de Jules Michelet, mais d'Edmond jamais. Il faut être honnête. Quitte à faire de la peine aux gens qui le connaissent bien, qui l'aiment beaucoup. Alors évidemment, quand on aime bien quelqu'un, on voudrait qu'il soit très connu. Non, la réalité, c'est qu'il est peu connu. D'ailleurs, si je me suis attaché à écrire une biographie, c'était éventuellement pour essayer de le faire un peu mieux connaître. En tout cas, moi, pour le mieux connaître, et je me réjouis d'avoir mené ce travail pendant des années. C'est une personnalité tellement attachante. Alors, personnalité tellement attachante, donc j'ai dit, il paraît contemporain du général de Gaulle, il est un petit peu plus jeune que le général de Gaulle. Disons, il n'est pas tout à fait de 1900, il est de quelques mois avant, mais enfin, pour la clarté de la chronologie, disons qu'il est de 1900. Donc il vit 70 ans, de 1900 à 1970. Et donc qui commence, comme je l'ai dit, à être connu à partir de juin 40, mais on va essayer de revenir un petit peu avant. Dans quelle famille naît Edmond Michelet ? Quel est son ancrage ? Son père tenait une succursale de Félix Potin, avenue de Laumière, dans le 19e arrondissement. C'est là d'ailleurs qu'il est né, il y a une plaque. Bon. Et ensuite, il va aller à Pau. Son père va fonder une autre succursale, Félix Potin. Alors, le père est tout à fait pittoresque. On pourrait faire une émission entière sur le père. Bon, bien. Et sa mère avait été la caissière du magasin en question. Elle était plus cultivée que son père parce qu'elle avait été élevée chez des sœurs. Elle en avait gardé pas mal de souvenirs religieux, mais aussi culturels. Et il a 3 frères. Il n'y a pas de sœur, il a 3 frères. Voilà, donc son milieu d'origine, c'est l'épicerie. Et c'est un fil important de toute son existence parce que lui-même exercera le métier de courtier en épicerie jusqu'à la guerre de 1939-40. Bon. Mais il reprendra son métier plus tard et il restera toujours très attaché à cette profession. Alors on dit toujours politique, et il est un homme politique, et il est catholique, est-ce que c'est quoi ? Mais il faut ajouter un 3e terme, courtier en épicerie. Alors, donc c'est la petite bourgeoisie, on peut dire ça comme ça, ou oui, la moyenne bourgeoisie, petite. et comme beaucoup de moyens bourgeois, petits bourgeois, il a des opinions dans ces années 20, 30, qui, disons, penchent plutôt vers la droite. Oui, je crois assez clairement, mais en même temps, elles évoluent. Et par rapport à ce que disait Monseigneur, le rôle de sa mère est tout à fait important. Bon, Michelet se considérait comme un autodidacte. Bon, on peut quand même en discuter, en ce sens que il a quand même beaucoup lu, donc il y a une façon un petit peu, sans doute, de considérer qu'il aurait appris uniquement par lui-même. C'est pas tout à fait ça. La mère a joué un rôle très important, et dans la formation intellectuelle de Michelet, il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui joue un rôle. Il y a Péguy, qui est absolument fondamental, et il y a aussi l'Action française, puisqu'il a été membre de l'AF, de l'Action française, manifestement jusqu'à la condamnation, et au lendemain de la condamnation, on retrouve dans ses archives un certain nombre d'almanachs des années 24, 25, 26, almanachs de l'Action française qu'il a annotés de sa propre main, et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant à observer. Alors peut-être rappelez-nous, monsieur le professeur, comme à vos étudiants, ce que c'est
que l'Action française? Parce que maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est que l'Action française. L'Action française, c'est un mouvement donc, qui se développe à partir, disons, du milieu des années 1900, sous l'impulsion d'un personnage qui est Charles Maurras, qui est né en 1868 et qui est mort en 1952, donc ça le situe, je dirais, chronologiquement par rapport à Michelet. Et l'Action française incarne le nationalisme français. C'est à la fois une ligue, c'est un journal quotidien très important, c'est également un institut de formation, et l'objectif de Maurras, c'est véritablement de créer un mouvement, une doctrine qui permettent à ses yeux de renverser la République, de rétablir la monarchie, avec un programme qui, sur le plan intérieur, à la fois désigne un certain nombre d'ennemis, ce qu'il appelle les 4 États confédérés, donc les Juifs, les francs-maçons, les métèques en particulier, et les protestants, et qui en même temps construit un projet pour la France qui est celui d'une monarchie avec, encore une fois, un rejet très fort de la République, du monde des partis. Et je pense que ça, c'est important à préciser pour le cas de Michelet, et en même temps une défense de la patrie française qui est très importante. Et je parlais des almanachs. Michelet, par exemple, recopie de sa main une des phrases clés de l'Action française qui est « tout ce qui est national est nôtre ». Et je crois que de ce point de vue, Michelet a, à travers Péguy, à travers l'Action française, d'autres références aussi, un attachement extrêmement profond à la nation française qui va évidemment jouer un rôle important dans la suite de son itinéraire. Alors, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'il faut rappeler que De Gaulle était lui-même plutôt sympathisant de l'Action française. Oui, De Gaulle a fait des conférences au Cercle, effectivement, sur celle de Coulanges, dans les années 20. Oui, disons que l'Action française, jusqu'à la condamnation de 1926, a attiré dans ses rangs un certain nombre de catholiques. Elle avait avant 14 l'appui de la revue Études, même si avant 14 il y a déjà des premières menaces de condamnation. Et au fond, elle compte aussi, cette Action française, de très nombreux catholiques. Maurras est un agnostique qui a perdu la foi à l'adolescence à cause de sa surdité, mais on compte dans les rangs de l'Action française un certain nombre de catholiques importants. Et j'ajouterais aussi que Maurras lui-même a été très formé, je dirais intellectuellement, par quelqu'un qui est devenu évêque, Monseigneur Penon, qui était à l'époque du très jeune Maurras abbé au collège d'Aix où Maurras étudiait, et quand Maurras s'est trouvé sourd, c'est l'abbé Penon qui l'a préparé au baccalauréat, etc. Et il existe entre eux une correspondance de premier ordre où on voit très bien le jeune Maurras qui n'a plus de père, qu'il a perdu à 6 ans, écrire à cet abbé devenu ensuite évêque. Et là, on a vraiment toutes les inquiétudes, les pensées d'un adolescent auquel cet homme, cet abbé est très attaché, bien sûr, et dont il va être non pas un directeur spirituel, parce qu'il cherche toujours à ramener Maurras vers la foi, mais ça c'est compliqué, mais en même temps Maurras a un rapport à l'institution catholique qui fait qu'il est, comme il le dit, dans le dilemme de Marc Sangnier, je suis romain, je suis chrétien, mais la Rome pour lui, c'est aussi bien la Rome de l'Antiquité, la Rome païenne, que la Rome des papes. Alors cette condamnation va avoir un rôle dans l'itinéraire personnel de Michelet, parce que lui, il est papiste, lui il reste fidèle au pape. Il y a cet argument-là, donc le non possumus de Maurras, il dit ça, c'est se dresser contre le pape, ça c'est pas possible, un catholique peut pas faire ça, mais surtout il y a sa réflexion personnelle. C'est pour ça qu'il n'a pas démissionné de l'Action française immédiatement, etc. Il a réfléchi, il y a un document, une lettre où il argumente avec un ami sans doute imaginaire d'ailleurs. Et puis surtout, il y a l'influence de Maritain, Primauté du spirituel, livre dont le titre cherche à s'opposer aux politiques d'abord. Et Maritain jouera aussi un très grand rôle dans la vie de Michelet, bon, le plus important étant Péguy, mais Maritain est très important aussi. Donc c'est un arrachement qui lui est douloureux, mais qui est réfléchi et qui est loyal. Du coup, après la rupture ou l'éloignement de l'Action française, vous le qualifieriez de quoi, Michelet? Le mouvement... À quoi il croit? Enfin, à quoi il croit au bon Dieu. Non, mais à quoi il croit politiquement, pardon. Vous avez raison. Je crois que justement, jusqu'à l'avant-guerre, les dernières années de l'avant-guerre, il veut se tenir
à l'écart de la politique. Et donc on rejoint là l'idée, et ça lui restera d'une certaine façon de ne pas aimer les partis. Il a rêvé même que le Rassemblement du peuple français de Gaulle soit au-dessus des partis, au-delà des partis. Donc en fait, sa vraie appartenance, déjà simultanément, tandis qu'il était encore Action française, il participait à l'ACJF, l'Association catholique de la jeunesse française, où il aura des responsabilités très importantes, il en sera même des responsables diocésains. En fait, c'est son appartenance principale. Parce que, je dirais, pour l'Action française, il y est abonné, etc. Je crois qu'il n'a jamais fait le coup de main. C'est pas un violent, etc. Bon. Puis il est à Pau, ou il est à Brive, il n'est pas à Paris, il n'est pas dans le quartier latin. Bon. Mais la CJF, là, au contraire, ça a vraiment été son école donc d'action catholique. Oui, bon, oui. voilà. Donc son ancrage catholique est c'est là, important. plus sa paroisse. Quand il reviendra à Brive. Il a été à Brive pour la fin de son service militaire, enfin quand il s'est engagé à la fin de la guerre de 14, c'est là qu'il a trouvé sa femme, l'incomparable Mamé, et donc il reviendra en 1925 s'établir à Brive, et il restera briviste surtout jusqu'à la guerre. Bon. Et sa paroisse est Saint-Cernin, et c'est un pratiquant quotidien, hein, il va à la messe tous les jours, et plus donc cet engagement de la CJF. Oui, je me permets d'ajouter pour compléter ce que dit Monseigneur, c'est-à-dire que il ne faut pas voir l'Action française comme une espèce de monolithe, si vous voulez. Oui. Il est au sein de l'Action française aussi lié à un certain nombre d'éléments catholiques. Vous parliez effectivement de la CJF. Il y a aussi tout le rôle d'Amédée Divignac, qui joue un rôle important, qui fait partie de ces catholiques d'ailleurs d'Action française qui vont ensuite suivre effectivement Rome. Et je dirais que dans l'itinéraire de Michelet, effectivement, entre le politique et le religieux, c'est à ce moment-là, suivant Maritain, tout à fait, qui d'ailleurs lui aussi, il y a un décalage, il y a un décalage entre la condamnation de décembre 26 et le départ de Maritain, il s'écoule quelques mois, quelques semaines, et effectivement, c'est Primauté du spirituel qui va jouer un rôle tout à fait. Mais du coup, est-ce que vous diriez que c'est surprenant son catholicisme d'une certaine façon? Est-ce qu'il n'est pas représentatif d'un certain catholicisme assez à droite, mais finalement très engagé dans l'action catholique? Ça a été Action française. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Bernanos écrira sur la guerre d'Espagne un livre. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais alors, Bernanos, lui, ne part pas à ce moment-là. Il va partir plus tard. Oui. Et d'ailleurs, cela étant, les grands cimetières sous la Lune, mais là, ce serait l'objet d'une autre émission, ne sont pas forcément n'est pas un livre qui correspond à ce qu'aujourd'hui on veut lui faire dire. Oui. Je veux dire par là que Les grands cimetières sous la Lune, c'est un livre tout à fait extraordinaire, mais où au fond, Bernanos règle des comptes, mais ne bascule pas dans la défense de la République espagnole. Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'est le livre de Bernanos. Oui. Mais revenons à Michelet et à ce que vous disiez. Oui, il a un ancrage catholique tout à fait essentiel, mais qui n'est pas seulement un ancrage, je dirais, de l'ordre de la spiritualité, qui est aussi un ancrage social. Je pense que nous allons parler du rôle des équipes sociales, de Robert Garrick, etc. Voilà. Où là aussi, il y a une question d'engagement qui est importante. Alors, il faut dire aussi que dans les prêtres qu'il fréquente, en particulier, que ce soit à Pau ou que ce soit à Brive, il y a ce qu'il appelle les curés sionistes. Et il dit, nous qui avons été formés par les curés sionistes, il faut savoir aussi que le Sion de Marc Sangnier. Ah oui. Bon. Et il faut savoir que Michelet, normalement, est quelqu'un qui voudrait tout concilier. Alors, à un moment, à cause de la condamnation romaine, c'est dit non, finalement, l'Action française, c'est pas conciliable avec la CJF. Mais ça, a priori, c'est son tempérament, c'est sa grâce. C'est un conciliateur, c'est un médiateur. Et on parlera peut-être d'un père dominicain qui l'a beaucoup impressionné, qui est le frère Médieux, et qui avait comme devise « Ne coupez pas les ponts, ne pas couper les ponts, ne coupez pas les ponts ouais. ». Donc, alors, Michelet est quelqu'un normalement qui voudrait ne pas couper les ponts. Et il les coupe quand c'est vraiment qu'il ne peut pas faire autrement. Et ben alors, justement, en particulier le nazisme, là c'est clair. Alors voilà, c'est parfait, vous me faites une transition. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on écoute justement ce fameux acte de résistance du 17 juin 1940. De dire qu'il y a discussion sur la date de ce fameux appel. En fait, moi qui ai beaucoup lu, je crois qu'en réalité, c'est plutôt le 19. Mais ce qui est, moi qui voulais en faire un précurseur de Gaulle. Mais oui, mais en fait,
ce qu'on veut dire en disant le 17, c'est de dire que c'est antérieur à celui de... C'est peut-être pas antérieur, mais c'est totalement indépendant. C'est ça. Il connaissait De Gaulle par d'autres choses, etc. Me semble-t-il, c'est plutôt le 19 que le tract a été rédigé. C'est un tract dans lequel on question disputée. Un tract dans lequel on va entendre en fait un texte de Péguy issu de l'Argent qui date de 1913. On écoute un extrait de ce tract. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Il ne se rend point. C'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Et je le hais d'autant plus que par les jeux des partis politiques, il prétendrait s'apparenter à moi. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand même il serait marguillier de sa paroisse. Et quand même il aurait toutes les vertus. Et puis, on s'en fout de ses vertus. Ce que l'on demande à l'homme de guerre, ce n'est pas des vertus. Et ce que Jeanne d'Arc demandait à ses hommes, ce n'était pas des vertus. C'était une vie chrétienne. Et c'est infiniment autre chose. La morale a été inventée par les malingres. Et la vie chrétienne a été inventée par Jésus-Christ. Voilà. Alors, c'est assez curieux de faire un acte de résistance en citant un texte de Péguy bien avant, écrit bien avant le 1940. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Est-ce que tout le monde a reconnu ce qu'il faisait en citant ce texte de Péguy ? Ah ben, il fait la référence explicite oui. Non, mais sur ce que le je veux dire, texte. c'est que... Mais bon, c'est un livre qu'il avait dans sa bibliothèque, qu'il lui avait donné un ami. D'ailleurs, c'est avec un ami qu'ils ont fait la sélection des textes, des passages. Bon. Et je crois que, oui, il n'a pas voulu se mettre en avant lui-même. Il a trouvé qu'on ne trouverait pas de formule plus forte pour ce qu'on a appelé, d'ailleurs, à ce moment-là, la résistance spirituelle. C'est pas un acte de résistance au sens d'aller poser une bombe demain. On n'est pas du tout à cette période-là. On est justement au moment de l'effondrement moral, et donc, d'où l'expression de résistance spirituelle, la même qu'aura Témoignage chrétien, si vous voulez. Et donc, si vous ne trouvez pas mieux que ce que quelqu'un d'autre a dit, vous prenez ce que l'autre a dit, c'est encore mieux. Voilà. Il n'aurait peut-être pas trouvé des formules même aussi provocantes que celles de Péguy. Puis, on peut dire, il parle Péguy. Vous faites souvent des messages, par exemple, les pères de l'Église, ils parlent la Bible. Leur vocabulaire, c'est la Bible. Lui, son vocabulaire, c'est Péguy. Voilà. Ça sort à tous les moments. Et il a lu tout Péguy, pas simplement tel ou tel texte polémique comme celui-là. Oui, et j'ajouterais que Péguy, au surplus, est une référence très partagée. Partagée avec des luttes un petit peu de concurrence. Mais depuis la fin des années 20, tout le monde, dans toute cette nébuleuse catholique, et pas seulement, mais particulièrement la nébuleuse catholique, met en avant Péguy. Bien sûr, il y a eu des gens de la jeune droite, Fabrègue et quelques autres. La revue Esprit a beaucoup mobilisé Péguy. Et de ce point de vue, vous parliez du conciliateur, Péguy est véritablement une figure connue. Et on peut d'ailleurs imaginer sans trop d'erreur que les lecteurs du fameux document reconnaissent Péguy, même si c'est écrit. Si vous voulez, c'est une référence, encore une fois, partagée, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Péguy est plus célèbre, je dirais, après sa mort que sans doute de son vivant. Et les années 30 sont un moment péguiste tout à fait essentiel. Et Péguy et Jeanne d'Arc. Bien sûr. Ça va ensemble. Bien sûr. Ensemble. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce tract, et puis après il fait ce tract et il est contacté par les mouvements de résistance, le mouvement combat. Et donc, il va devenir finalement le responsable d'une des 5 régions de ce mouvement, qui est une des composantes de la résistance. Ce professeur est plus calé que moi là-dessus, mais quand même qui était un des mouvements importants, le mouvement combat de Freinet. Et il est responsable d'une des 5 régions qui couvrent tout le Limousin, mais aussi la Dordogne, etc., les zones non occupées des départements limitrophes, donc une grande région. Et c'est lui qui est choisi comme responsable, et non pas quelqu'un de Limoges, qui serait normalement le centre le
le plus nombreux, le plus populaire, sans doute à cause de ses qualités personnelles, quoi. Donc, et il faut se dire aussi que déjà avant, mais par une phase de sa vie qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, il était en relation avec plein de gens qui seront les fondateurs pratiquement du MRP plus tard. Bon, c'était le parti démocrate populaire. Bon. Oui. Voilà, il était en contact avec ces gens-là, donc c'est toute une série d'intermédiaires. Parmi les intermédiaires en question, il y a Borne, il y a Étienne Borne, par exemple. Il connaissait déjà plein de gens avant la guerre. C'est ça. Plein de gens qu'il avait fait venir pour des conférences à Brive, justement pour, dans les 2 dernières années, dans le cercle du Guet, pour lutter contre l'idéologie totalitaire. Et le racisme, et l'État totalitaire. Alors, on a souvent l'impression que la résistance, c'est très monolithique, hein, avec cette figure tutélaire qui est la figure de Jean Moulin, qui aurait tout coordonné. En fait, la résistance française, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Et d'ailleurs, dans le cas de Jean Moulin, justement, toutes les oppositions avec Freinet sont bien connues. Mais cela étant, Freinet, combat, c'est effectivement un mouvement emblématique, absolument essentiel, où on comprend assez bien la place de Michelet dans cet univers-là, qui lui correspond assez bien. Freinet, officier, Freinet qui d'ailleurs, entre 40 et 41, essaye de garder des contacts à Vichy pour voir ce que l'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, avant ensuite, évidemment, alors là, de basculer définitivement et de considérer qu'il n'y a plus de compromis possible. Mais Freinet joue cette partition, Michelet, d'un certain point de vue aussi, avec toute la question, par exemple, du Secours national, qui est importante, où il s'agit de mettre en avant un certain nombre d'activités sociales, etc., et d'utiliser d'ailleurs ce que permet les institutions du régime pour justement mener et développer cette résistance. N'oublions pas quand même que la France s'est à ce moment-là partagée en zones. J'ai l'impression, moi, comme ça, sans être spécialiste, que Combat, c'est un mouvement peut-être moins violent que les partisans, que les autres. Est-ce que c'est vrai ? Ça viendra après. Ça viendra après, mais cela étant, c'est pas... Un combat, enfin je veux dire, pour moi, il y a l'armée secrète. C'est plus intellectuel, c'est plus... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je suis d'accord avec Monseigneur, il y a la S, etc. Oui. Mais c'est un mouvement, si vous voulez, qui n'a rien à voir évidemment avec la résistance communiste, pas grand-chose avec les socialistes, qui est effectivement un mouvement où on voit assez bien arriver dans cette nébuleuse, alors avec aussi le poids des contingences dans la résistance, parce qu'on résiste parfois avec les gens que l'on trouve pas trop loin. C'est bon, mais il n'en demeure pas moins qu'on est dans une résistance non communiste, avec une matrice catholique quand même qui est importante, et on voit très bien le lien qu'il va y avoir entre ces équipes sociales, de Garrick, la résistance avec Combat, et ensuite le MRP. C'est assez cohérent. Et puis il faut voir que c'est un des premiers mouvements qui sont apparus, oui, absolument. Ça, bien avant les FTP. Quand le Combat commence à exister, à ce moment-là, il y a toujours le pacte germano-soviétique. Absolument. Oui, donc les communistes... là, de ce côté-là, ils ont une véritable primauté. Et en 40, on n'en est pas à l'action armée. On serait plutôt d'abord la résistance spirituelle et le renseignement. Mais on n'en est pas à l'action armée à ce moment-là. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire pendant toutes ces années de résistance ? Il va coordonner... Justement, il va coordonner les différents éléments, parce qu'il y avait plusieurs branches, dont l'action sociale. Il va recevoir énormément de résistants. D'ailleurs, sur sa maison, à Brive, il y a une plaque de tous les grands résistants, Betty Albrecht en particulier, qui sont venus à Brive et qui ont été mis à mort par les Allemands, etc. Donc c'est vraiment une figure. De ce côté-là, il n'y a pas de contestation. Après, on peut contester d'autres aspects de la vie politique de Michelet, mais là-dessus, il n'y a pas de contestation possible. Et d'ailleurs, il fait un lien. Quand les FTP commenceront à exister en Limousin, il fait le lien avec eux. Et alors tout ça dure 3 ans, jusqu'à février 1943. Il s'abritait derrière le fait qu'il était père de famille de 7 enfants, qui est courtier en épicerie et qui s'occupe de l'ordre du Secours national pour aider les veuves, etc. Insoupçonnable. Et d'autant plus qu'il répand partout qu'il est gaulliste, que les Allemands s'est foutus, etc. Donc on dit qu'un vrai résistant ne commettrait pas de pareilles imprudences. Il pensait être garanti à la fois par son statut social et par ses imprudences. Ben oui, mais au bout d'un moment, ça marche un temps, mais finalement, il est coincé par la Gestapo. Mais la Gestapo n'arrivera jamais
à lui faire avouer ou à prouver qu'il était chef de réseau pour la région 5. Et c'est ce qui fait qu'il n'a pas été fusillé. Et peut-être plus tard, les voies auraient été encore plus expéditives, il aurait été fusillé, quoi qu'il en soit. Mais en 1943, on lui fait un vrai procès, pas un procès, mais enfin, il y a une instruction, et les Allemands n'arrivent pas à prouver. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il passe 6 mois à Fresnes, où il connaît l'abbé Stock, autre figure absolument remarquable. Bon. Et après, il sera déporté à Dachau, qui n'est pas un camp d'extermination, qui est un camp où il y a tant et tant de morts, mais qui est un camp de travail. Il n'est pas envoyé dans un camp d'extermination. Alors, il en mourra beaucoup, soit par la brutalité des SS, etc., soit par le typhus. C'est surtout le typhus qui tuera le plus de monde. Mais c'est comme ça que finalement, il est revenu en 1945. Est-ce que ça compte dans son itinéraire spirituel? Ah oui. On peut plaider les deux. Moi, je plaiderais presque plus la continuité de la personnalité, etc. Mais c'est sûr que c'est à la fois un aboutissement et un point de départ. Et je crois surtout que Dachau va lui faire sauter le pas de la politique engagée, la politique partisane. Je disais déjà à un autre moment d'émission, dans les dernières années déjà, il dit la guerre d'Éthiopie, par exemple, la guerre colonisatrice de l'Italie, de Mussolini, pose la question politique. On ne peut pas rester complètement neutre politiquement au-dessus des partis. Donc il y a eu l'Éthiopie, il y a eu évidemment la guerre d'Espagne, il y a aussi quand même l'histoire du Front populaire, donc comment on prend parti, etc. Et puis on n'était pas sans savoir ce qui se passait en Union soviétique. On se voilait un peu la face, parce que la priorité c'était contre le fascisme et le, enfin on le savait ça aussi. Et donc, au lendemain de la guerre, alors là, il opte... d'abord, il est pratiquement nommé à l'Assemblée consultative, la toute première, pour représenter le mouvement combat. Il est pratiquement nommé. Et ensuite, il va être élu, puisqu'il y a eu beaucoup d'élections successives pour les différentes assemblées constituantes. Alors, donc, il entre en politique technique. Voilà, alors un peu de contexte encore, monsieur le professeur. La politique française dans les années 45, c'est très compliqué. Oui, enfin, c'est compliqué. Bon, d'abord, elle est dominée par la question de l'épuration, qui est absolument fondamentale. Deuxième élément, par l'avenir politique et constitutionnel du pays. Bon, Vichy est balayé. Oui. Mais c'était 44. La continuité de l'État, malheureusement. Alors, mais il faut, donc, c'est toute l'action de Gaulle, créer un gouvernement provisoire et puis ensuite l'institutionnaliser. Et donc, c'est toute une perspective, mais avec cette idée quand même de savoir, dans le cadre de ces institutions républicaines rétablies, si on devait garder la troisième, créer une quatrième république, d'où effectivement, Monseigneur le rappelait, des élections successives à des assemblées constituantes et la difficulté qu'il va y avoir sous la quatrième république à s'entendre par référendum sur une constitution. Il a fallu 2 référendums pour arriver à une constitution de 1946 qui, rappelons-le, a été approuvée par une majorité de Français, mais une majorité très courte. C'était la fameuse formule du général de Gaulle, sur les 3 tiers, entre les abstentionnistes, un gros tiers qui l'avait approuvé et un tiers qui n'en avait pas voulu. Bon, en réalité, on est sur des chiffres, si vous voulez, en 1946, qui n'ont rien à voir avec le score obtenu en 1958 par la Constitution de la Ve République. Oui, c'est ça. Alors, cette Constitution de la 4e, elle est très importante parce que, et c'est le 3e point, elle se met en place dans un contexte qu'on appelle le tripartisme, où sont d'accord pour gouverner 3 partis, les communistes, les socialistes, le MRP, donc les démocrates chrétiens pour faire simple, dont fait partie Michelet, qui est élu à ce moment-là MRP, mais au départ, cette constitution, ce tripartisme, il est dominé par la figure du général de Gaulle. Mais le départ de Gaulle, évidemment, va compliquer les choses. Et en 1947, le départ des communistes du gouvernement va compliquer les choses. Et ce qui va être un choix décisif pour Michelet, c'est, en 1947, la création du Rassemblement du peuple français. Le général de Gaulle, qui avait quitté le pouvoir en 1946, au début de l'année 1946, qui avait prononcé son très célèbre discours de Bayeux
contre la Constitution de la 4e, au moment de l'anniversaire donc du débarquement, va évidemment proposer ce qui va être les jalons de la future 5e République. Et lorsqu'il crée son parti en 1947, Michelet est très tiraillé entre une double appartenance, le MRP d'un côté, le souci quand même de retrouver le général de Gaulle et le RPF. Et ça, c'est une autre histoire, j'allais dire, mais je pense qu'on va l'évoquer. Et donc il choisit le MRP. Non, il est exclu du MRP parce qu'il a pensé. Oui, il a pensé qu'on pouvait appartenir au rassemblement tout en appartenant à des partis différents. Oui, non, c'était un peu naïf, non bon, c'était un peu naïf, vous trouvez pas ? Et donc, c'est le MRP qui le vire. Oui. Et il le ressent très, très douloureusement. Parce qu'en fait, ses amis intellectuels, spirituels, etc., ils resteront beaucoup plus les gens du MRP, dont en particulier Étienne Borne, à mon avis, qui est très importante dans la biographie de Michelet, beaucoup plus intellectuellement, il est beaucoup plus proche d'eux que des repeufeux, comme il dit, les repeufeux de base. Il n'en dit pas grand bien. Mais De Gaulle est au-dessus de tout cela. Alors, et l'attachement à De Gaulle, c'est encore tout un sujet. Il est préalable à la guerre, bien qu'ils ne le connaissent pas, mais il lisait les mêmes revues, il avait ses bouquins, etc. Bon. Et puis, je crois, à Dachau, il a vu combien la France avait été humiliée et était méprisée par tout le monde, d'une part, et combien il fallait quand même être reconnaissant aux Américains de nous avoir libérés, mais qu'il fallait faire attention à leur prise de pouvoir. Donc, tout ça convenait. Voilà. Après, il est plus gaullien que gaulliste, si vous voulez. Mais là, il y a une phrase qui revient souvent, c'est écoutez, trouvez-moi quelqu'un qui ait plus de stature, plus de. Voilà. Et on rejoint quand même aussi ce qu'on disait, ce que vous disiez, M. le Président, au début de l'émission, le thème de la nation. La nation française ne peut pas périr. En fait. France et chrétienté ne peuvent pas périr. Et il dit c'est De Gaulle qui peut la tenir. Ça pose quand même la question que je posais au début, et le MRP en est peut-être le douloureux exemple. Est-ce qu'on peut être chrétien en politique en France ? Alors, oui, je pense qu'on peut être chrétien en politique en France, sauf qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir en France, est-ce qu'il y a eu un avenir pour un parti d'inspiration démocrate chrétienne ? La réalité est non. Ouais. Mais j'ai envie de dire, depuis le sillon, alors il y a eu des figures de la démocratie chrétienne, l'abbé Lemire, etc. Oui. Mais toute l'ambiguïté du MRP à la Libération, c'est qu'en réalité, les droites sont par terre, qu'il y a le Parti républicain de la liberté, dont on ne parle pas assez, mais qui est un parti de droite important, mais qui n'arrive pas à être le 4e parti, comme ils veulent l'être. Et finalement, beaucoup d'électeurs gaullistes vont voter MRP parce que c'est le parti réputé le plus proche ou le moins éloigné du général de Gaulle. Mais quand une nouvelle offre survient, le RPF, elle va très largement emporter ses électeurs. Et on le voit dès les municipales de l'automne 1947. Alors j'ajouterais quand même par rapport à la situation de Michelet au MRP, effectivement il est mis à l'écart, mais d'autant plus qu'en réalité il n'est pas tout seul, ou plus exactement, il est presque un peu le leader, si vous voulez, d'une sensibilité, je n'ose dire d'une tendance, qui souhaiterait un rapprochement beaucoup plus fort entre MRP et gaullistes, et on trouve derrière lui, par exemple, un personnage sur lequel une thèse importante vient d'être menée par Hélène Boivin, qui est le personnage de Louis Ternoir, qui est dans l'ombre, si je puis dire, de Michelet, et qui va faire le même chemin que lui, même si Ternoir va occuper dans le parti des responsabilités qui ne sont pas celles de Michelet. Parce que le problème de Michelet, c'est que c'est un homme politique avec tout ce que ça implique, de compromis, etc. Mais ce n'est pas un homme d'appareil, véritablement. Et de ce point de vue, par rapport à un parti politique, il est beaucoup moins à l'aise que d'autres dans ce type d'institution. Et je vous suis tout à fait par rapport aux liens qu'il pouvait avoir avec les gens, effectivement, du RPF et du MRP. Il faut voir qui sont les grands leaders du RPF à l'époque. C'est Soustelle, etc. Ce n'est pas le monde.
de Jacques Soustelle n'est pas le monde, dès ce moment-là, n'est pas le monde d'Edmond Michelet. Eh bien, on va y revenir. Alors, je vous propose qu'on entende un deuxième texte pour rappeler la profonde appartenance religieuse de Michelet. En fait, il avait répondu en 69 à une question du magazine Fête et Saison, qui était le grand magazine des Dominicains. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Et je vous propose qu'on écoute. Mais je vous en prie, monseigneur. Je trouve que cette phrase, qui est tout à fait sur la fin de sa vie, elle fait écho à une des premières phrases qu'on connaisse de Michelet. Michelet, à l'école publique, l'école communale, le maître dit quel est le plus grand bienfaiteur de l'humanité? Alors l'élève qui avait bien suivi la leçon précédente devait répondre Parmentier. Pomme de terre. Et Michelet répond Jésus-Christ, monsieur. Et il s'est fait engueuler, moyennant quoi son père, qui n'était pas très catholique, a trouvé que son gosse, il avait eu raison de répondre ça quand même, et donc il l'a retiré de l'école communale et il l'a confié au bon père. Alors on va voir si en 1969 il répond la même chose. Jésus-Christ, c'est celui à qui je dois mon titre de chrétien. Un titre dont il convient de ne pas se montrer trop indigne. Ah, nous sommes loin des temps du triomphalisme. Il ne s'agit plus, aujourd'hui, de proclamer que l'appartenance au Christ fait notre gloire, mais, plus humblement, d'essayer de ne pas faire sourire de pitié ou d'indignation les hommes de bonne volonté qui attendent un témoignage vrai de ceux, imprudents ou téméraires, qui ont décidé de choisir Jésus-Christ comme modèle. Jésus-Christ, c'est donc pour moi l'unique modèle. Celui à qui on se réfère dans les pires moments de découragement, d'humiliation, de détresse, en se disant que c'est alors qu'on lui ressemble le plus. Celui, dirais-je en passant et sachant de quoi je parle, dont la présence réelle dans l'Eucharistie a été ressentie par beaucoup en des circonstances exceptionnelles qu'il est impossible de traduire. Celui dont ceux qui cherchent à l'imiter ne peuvent être que des reflets. L'un d'eux et des plus accomplis, le père de Foucault, disait qu'il est le maître de l'impossible. Voilà, donc là, on peut dire que c'est une belle confession de foi. Donc, oui, c'est un chrétien, tout ce qu'il y a de plus convaincu. Alors, je continue un peu... C'est un chrétien et un catholique. Et un catholique, tout ce qu'il y a de plus convaincu. Et donc, je continue un peu à poser ma question sur est-ce qu'on peut être catholique ou chrétien en politique. Il l'est, mais il est à une période qui est quand même un petit peu problématique, qui est les années 50, 60, et surtout l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, où là, il prend des options, enfin, il prend même des responsabilités très, très importantes. Est-ce que vous connaissez des périodes de l'histoire où ça soit facile d'être très mêlé aux affaires temporelles et l'engagement évangélique? Vous croyez qu'avec la nôtre, ça soit commode? Certainement pas la nôtre. Mais lui, il y a un problème. Il y a un problème, monseigneur. C'est que, après tout, le gaullisme défend ce qu'on pourrait appeler des valeurs chrétiennes tout autant que les autres. En particulier, l'idée de patrie n'est pas une idée antichrétienne. En plus, il y avait quand même, ça n'a pas été peu développé, il y avait quand même le thème de la participation, qui était théoriquement une arme anti-lutte des classes. Donc ça, il dit ça quand même, c'est quand même catholique. Et puis, le gaullisme a quand même mené pas mal d'actions de décolonisation, c'était quand même aussi tout à fait l'orientation de... Oui. Mais il y en a une qui a plutôt mal tourné, qui était l'Algérie. Oui, mais là c'était différent. C'était pas une colonie, c'était des départements français. C'est un peu différent. Bon, mais donc il dit, on a autant de raisons d'être gaulliste catholique que d'être MRP ou démocrate ou je sais pas quoi. Voilà. Et où il était hargneux, là, vraiment, parce qu'il peut être capable d'être hargneux, en particulier contre les évêques, mes confrères de l'époque. Bon, ils étaient tous MRP, comme ils avaient tous été pétinistes. Bon. Au moins, vous êtes clair. C'est clair, oui, bon. Et donc, à une certaine période, ils ont mentionné à un moment, bon, bien. Mais il dit, c'est pas normal, vous ne pouvez pas vous arroger, vous accaparer pour vous seul l'étiquette chrétienne. On peut être chrétien dans d'autres partis. Et il plaidait pour les gaullistes en disant, nous aussi, on défend quand même un certain nombre de valeurs chrétiennes ou évangéliques. Est-ce qu'un historien peut recevoir ce discours-là ? Et surtout, est-ce que, avec le recul, c'est vrai que l'affaire algérienne, nous la trouvons, et peut-être à raison, comme le sommet de ce qu'il ne faut pas faire, le sommet de l'horreur, etc.
Et il faut, quand on est en histoire, il faut revenir aux choses comme elles se vivent. Hein. Oui, et donc, alors tu l'as la guerre d'Algérie, bon, j'ai quand même moi beaucoup travaillé je sur sais, l'OS, c'est pour ça. etc. Si vous voulez, je crois que ce qui est important peut-être par rapport à notre objet, c'est de comprendre au fond ce que les gaullistes, eux, ont pensé de la question algérienne. Voilà. Bon, en n'oubliant pas que jusqu'en 1958, et même un peu au-delà, ils sont très ouvertement Algérie française. La position, elle est celle-là. Elle est portée par Michel Debré, par Jacques Soustelle, par Louis Ternoir, etc., etc. Donc ces gens-là sont très Algérie française. Le 13 mai arrive. La 4e République est absolument incapable, selon eux, de régler la question, ce qui est vrai. Et le général de Gaulle, dont on connaît, les propos de Mostaganem et autres sur l'Algérie française, va finalement changer de position ou réorienter ses positions à partir d'une célèbre intervention du 16 septembre 1959. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au sein de la famille gaulliste, cette prise de position de Gaulle va créer un certain nombre de fractures. Un certain nombre d'entre eux ne vont pas l'accepter. C'est le cas d'un Soustelle, qui va plaider la continuité par rapport à ce qu'il a toujours pensé. Un Michel Debré va être profondément déchiré. Et d'autres vont suivre le général de Gaulle, sans que l'on comprenne d'ailleurs vraiment bien ce qui aurait changé entre l'avant 16 septembre et l'après 16 septembre. Sauf que pour eux, ce qui prime, c'est la fidélité au général de Gaulle. Alors, dans le cas d'un Michelet, ce qui est compliqué, c'est évidemment qu'il est garde des Sceaux. Voilà. Il est garde des Sceaux, choisi par Debré et de Gaulle, mais Debré a mis en avant son rôle pour que Michelet devienne garde des Sceaux, du moins c'est ce qu'il a dit, et l'opposition, si vous voulez, entre Michelet et Debré, au moment où Edmond Michelet est garde des Sceaux, jusqu'à l'été donc le Premier ministre, le Premier ministre, oui. Va être une opposition croissante. Michelet reprochant à De Gaulle, pour dire les choses rapidement parce que le temps nous manque, au fond, de ne pas suivre sa politique, de ne pas défendre sa politique et d'être beaucoup plus complaisant vis-à-vis du FLN qu'il ne l'est vis-à-vis des partisans de l'Algérie française. Et là, il y a une opposition qui ne cesse de se développer. On a des correspondances extrêmement dures entre les deux hommes, mais Edmond Michelet fait ses choix. Et Edmond Michelet participe très directement, comme garde des Sceaux, de la répression, en particulier de l'Algérie française, après le putsch d'Alger, etc. Et de ce point de vue, il est évident que la situation qui est la sienne l'oblige, comme garde des Sceaux, à prendre un certain nombre de positions, de décisions. Lui qui, ne l'oublions pas, se retrouve garde des Sceaux, alors que le monde du droit n'est franchement pas le sien. Et son directeur de cabinet, André Holot, est assez explicite là-dessus en disant que, que Edmond Michelet n'était sans doute pas le plus à même d'exercer les fonctions de garde des Sceaux, parce que s'il y a à l'époque à prendre en compte tous les problèmes liés à l'Algérie, n'oublions pas qu'en 1959, il y a eu une très profonde réforme, faite par Debré d'ailleurs, de la carte judiciaire, etc., et qu'il y a toute une série de décisions à prendre pour réorganiser l'institution judiciaire, et que ce sont des préoccupations qui ne sont pas celles de Michelet. Qui ne sont pas celles de Michelet. Quand il va parler à un certain nombre de responsables, etc., de quoi leur parle-t-il? De la déportation, etc., etc. Bon, c'est pas tout à fait... c'est pas du tout un technicien, si vous voulez. C'est pas du tout un technicien. Alors, je continue à être provocateur. Est-ce qu'on peut être catholique et soutenir l'Algérie française? Oui, je crois que les choses ne sont pas binaires comme ça. Non, je pense qu'il y a eu... C'est pour vous faire réagir. Il y a eu quand même sans doute, pendant un bon moment, l'idée que, de toute façon, les deux rives de la Méditerranée sont interdépendantes. On peut pas... Bon. Et donc, l'idée, après tout, on pourrait aller vers une indépendance qui ne soit pas contre... Vous voyez, et je pense que ça a été une phase de la pensée de Gaulle et de Michelet, il faut dire que Michelet n'avait pas une très grande confiance sur les capacités de développement intellectuel et de civilisation de l'islam. Il faut être clair, c'est dans ses textes, etc.
Donc ils pensent qu'ils auraient tout à perdre à se séparer de façon brutale en faisant un fossé infranchissable entre les deux. Bon, donc ça pouvait être aussi une certaine... Il a rêvé qu'il puisse y avoir les deux drapeaux ensemble. Bon. Donc on n'est pas passé du département français qui aurait voulu être complètement intégré, etc., à une indépendance totale, radicale, où on n'avait plus aucun contact. Il y a eu, je pense, le rêve, l'espoir qu'il puisse y avoir des situations intermédiaires. Je pense que De Gaulle a pensé aussi sur son propre prestige, ce que la 4e n'a pas pu faire, lui pourrait le faire à cause de sa personnalité et de l'estime qu'on avait pour lui. Donc oui, en soi, c'est quand même pas, c'est pas contraire aux dogmes de Nicée que de parler de l'Algérie française. Quand même pas donner une valeur trop dogmatique à ces choses. Mais je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est très important pendant cette guerre d'Algérie, disons à partir des années 56-57 jusqu'à la fin, c'est la façon dont on rejoue sur fond de problèmes liés à la torture, aux arrestations, aux procès politiques, etc., dont on rejoue la période de la guerre. Oui, résistance, collaboration, torture, Gestapo. Et il est, de ce point de vue, extrêmement intéressant de voir comment les différentes parties, d'ailleurs, vont chercher à mobiliser ou à remobiliser cette thématique. Alors sur le mode, d'un côté, l'armée française est réputée pratiquer la torture et donc se comporter comme c'était comporté en leur temps, etc., etc. Et d'anciens partisans, et des partisans d'ailleurs de l'Algérie française qui vont dire « mais nous sommes des résistants, des anciens résistants, on ne peut absolument pas nous faire ce procès-là, etc., etc. » Et je pense qu'un Michelet, tout son héritage lié à son arrestation, sa déportation, etc., font qu'il est partie prenante impliquée dans cette espèce de débat absolument cornélien qui agite les contemporains. C'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'en 2020, on a tendance à juger les gens de 1960 sans voir d'où ils venaient. Vous avez tout à fait raison. Il y a un livre qui est très très important, qu'il avait fait paraître avant même la prise de pouvoir de 58, qui s'appelle « Contre la guerre civile ». Oui. Et qui est un livre extrêmement éclairant de sa position. Enfin, je trouve que le débat est trop compliqué pour qu'on puisse le résoudre en 3 minutes. Alors ici sur le plateau. Il nous reste quelques minutes. Et on pourra en faire un autre sur l'Algérie. Mais vous connaissez ce livre, il est très intéressant. Tout à fait. On arrive à la toute fin de l'émission. J'aimerais, parce que vous écrivez aussi des pages sur Michelet et le Concile, le catholicisme de Michelet. Est-ce qu'il est compatible avec pour les compatibilités. Moi, j'aime les compatibilités. Avec ce catholicisme du Concile dans les années 60. On peut dire toutes les grandes lignes du Concile, il les vivait. Il aimait une liturgie plus ouverte, plus dynamique, etc. Il aimait la liturgie de Saint-Séverin quand il était à Paris, etc. Bon, il connaissait très bien l'écriture, donc le texte sur Dei Verbum. Bon, comme catholique inséré dans les réalités temporelles, on ne peut pas faire mieux. Donc l'œcuménisme, ça lui allait tout à fait. Donc les actes fondamentaux du Concile, il les a salués. On peut dire qu'il les avait déjà vécus, et puis quand même c'était un homme d'église. On peut dire que c'est un très beau profil de laïc catholique, c'est-à-dire qui râle, mais qui en est. Voilà. Donc on n'hésite pas à dire aux évêques qui n'y ont rien compris, que les curés bien pensants, comme il disait avant-guerre, d'accord, mais il est catholique de tout lui-même, alors que sa famille n'est pas spécifiquement très très catholique, que ses frères le sont moyennement. Bon. Mais c'est vraiment un attachement personnel, ça vient du cœur, oui. Et donc, il a été très heureux du Concile, très très heureux. Est-ce que vous diriez que c'est... Du Concile Vatican II. Vatican II. Sans renier les autres. Est-ce que vous diriez que c'est un profil assez classique dans la politique française ou pas du tout ? Pas très classique. Pas très classique, parce que si vous voulez... Alors, c'est un itinéraire qui, à certains égards, a des marques de cohérence. Oui. Je dirais juste que dans les années 60, par exemple, une de ses grandes préoccupations, c'est tous ces liens avec le comte de Paris, la rencontre entre De Gaulle et le comte de Paris, Pierre Bouton, un ancien de l'Action française, pour réfléchir à une possibilité qui verrait le comte de Paris succéder à De Gaulle, etc. Donc, on peut voir certains éléments de continuité chez lui, sur ce domaine-là, comme sur d'autres. En revanche, il a un rapport à la politique qui est un peu particulier, en ce sens que c'est un professionnel de la politique, bien sûr,
Est-ce un homme d'État ? Problématique parce que il n'est pas forcément fait pour cela, et en particulier pour être ministre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été président du Conseil constitutionnel, etc., etc. Et troisième élément important, c'est que c'est quelqu'un finalement dont la présence est jugée incontestable, on le disait tout à l'heure, pour être candidat, pour être le membre du MRP de combat, à l'Assemblée consultative provisoire, pour être candidat, etc. Il n'a pas fait d'effort particulier pour ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui déteste du début à la fin les partis politiques. C'est un gaulliste marginal, un peu comme Malraux. Il se ressemble. D'ailleurs, Malraux avait une estime considérable pour Michelet, et c'était réciproque. Et ces deux personnages... alors, Michelet était fasciné par la culture de Malraux, et Malraux était fasciné parce qu'il voyait en Michelet... Alors, Malraux, c'est pas le pape, donc il ne pouvait pas le canoniser, mais pour lui, c'était un saint, c'était le chrétien authentique. Et justement, il faisait ce qu'il pouvait dans les responsabilités qu'il avait, mais ce n'était pas un homme de compromis. Eh bien, merci beaucoup. Pour en savoir plus, votre livre, Monseigneur Jacques Perrier, aux éditions Salvator, Edmond Michelet, La hantise des autres, un très beau texte. Et puis... vous permettez qu'on montre pas uniquement vos livres, Monseigneur. Un petit livre que je trouve assez intéressant, alors qui parle assez peu de Michelet, mais qui est assez sympathique, et qui est d'un membre de la famille de Michelet, hein, c'est ça, c'est un petit-fils de Michelet, Xavier Patier, Demain la France, tombeau de Mauriac, Michelet et de Gaulle, c'est aux éditions du Cerf. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait mieux découvrir cette belle personnalité d'Edmond Michelet. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.